Il y a des alternatives qui existent aux médias traditionnels. Si on veut toucher les jeunes, eh ben, on va pouvoir le faire de manière très efficace via l'e-sport. Donc Benjamin, merci beaucoup de venir sur mon podcast, c'est super sympa. Alors, je vais te demander de commencer par une chose, hein. Tu fais partie de l'agence Sport5, c'est de te présenter et de me présenter ton agence Sport5. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Benjamin de Blier. Je travaille dans le marketing sportif depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Aussi bien en agence, j'ai commencé chez Sport5 au début de ma carrière. Qu'en ayant droit, je suis parti ensuite à la Ligue de football professionnel où j'étais la direction des partenariats avant de revenir chez Sport5 à la direction commerciale. Et pour te présenter Sport5, du coup, je dirige les équipes commerciales de Sport5. Et chez Sport5, on a, avec mes équipes, on a pour mission d'accompagner les marques dans leur stratégie de prise de parole dans le sport. On rencontre beaucoup d'annonceurs, on essaie de comprendre leurs enjeux et de faire les meilleures recommandations possibles, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport. Et ben justement, l'e-sport, c'est le sujet du jour. Alors, vous avez choisi d'accompagner quelques marques dans l'e-sport. Alors d'abord, pourquoi l'e-sport? Et comment ce choix s'est fait au fur et à mesure du temps? Pourquoi l'e-sport? En fait, on est rentré dans l'e-sport chez Sport5, on a fait partie des pionniers, on est rentré dans l'e-sport en 2017 au niveau monde. Ok. Et au niveau France en 2019. Donc voilà, c'est quelques années qu'on est rentré dans l'univers de l'e-sport. C'était assez logique pour nous parce qu'en fait, ça nous permet de répondre aux mêmes enjeux des marques en fait, et c'est une réponse complémentaire par rapport à ce qu'on peut faire dans le sport. Et donc du coup, ça nous permet d'être vraiment 360 et quand on rencontre des marques, de pouvoir proposer la meilleure solution de prise de parole possible, aussi bien dans le sport ou dans l'e-sport. Donc voilà, c'était assez logique et on avait beaucoup de compétences justement de compréhension des enjeux des marques pour pouvoir les accompagner. Il a néanmoins fallu qu'on se structure en recrutant des experts e-sport parce qu'effectivement le sport reste un univers à part. C'est important aussi d'avoir des gens qui connaissent bien l'univers. Effectivement. Et du coup, voilà, tu parles de compétences là. Chez Sport5, quels sont vos métiers? Alors chez Sport5, on a différents métiers. On est une agence, j'aime bien dire multispécialiste. On a différents métiers. On a beaucoup de métiers qui sont très décisionnels comme on peut avoir dans toutes les entreprises, avec des fonctions support notamment. Mais après, on a également des métiers qui vont prendre différentes expertises. On va avoir des experts marques, notamment sur la partie brand recommandation, qui vont répondre aux briefs des marques. Des experts marketing, chez nous, qui sont plus des experts sur la partie marketing de l'offre, donc qui vont structurer les offres des ayants droit, aussi bien sport et e-sport. Ouais. On va avoir après derrière forcément beaucoup de commerciaux. Ça reste notre cœur de métier, notre ADN. On a des experts digitaux, on a une équipe digitale. On a également beaucoup d'autres fonctions sur du développement, etc. Et voilà nos principaux métiers. Et également les métiers d'activation, enfin, que j'avais oublié, mais effectivement, c'est un service qu'on propose aux annonceurs, c'est de les accompagner une fois que les partenaires sont signés. Les équipes sont dédiées à l'activation de partenariat. Ok. Et toi, tu pilotes une équipe de combien de personnes en tout? Les équipes commerciales du siège, c'est une bonne vingtaine de personnes. Ok. Donc effectivement, et donc réparties uniquement à Paris, un peu partout en France. Comment Voilà. Alors aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes au siège. Une partie sponsoring avec des commerciaux qui sont dédiés 100% à prendre contact avec des annonceurs. On a des équipes commerciales dédiées e-sport qui sont vraiment focus sur la partie justement des marchés uniquement sur la partie e-sport, même si les équipes sponsoring font aussi de l'e-sport. On a également des équipes hospitalité donc qui vendent des prestations VIP sur différents événements sportifs. Et après on a des équipes commerciales dans les clubs qu'on a en régie. C'est un autre métier où on accompagne des ayants droit. Et là on doit avoir à peu près 70-80 personnes répartis en région dans les clubs. D'accord, ok. Et donc pour revenir un petit peu à l'e-sport, alors l'e-sport, qu'est-ce que ça représente chez Sport5? Quelles sont les opportunités identifiées et quel est le développement autour de l'e-sport que vous avez l'intention de mettre en place? Alors, chez Sport5, l'e-sport c'est vraiment un axe de développement stratégique qui est porté par nos actionnaires, qui est porté par notre siège social en Allemagne, sur lequel on investit beaucoup. Chez Sport5, on a organisé avec des verticales qui sont les pays. D'accord. Donc chaque pays est autonome et son propre PNL. Et avec des horizontales qui sont des lignes business qui sont transverses. Et l'e-sport en fait partie, ça fait partie des actes de développement de l'entreprise. Donc on a une direction e-sport monde. Aujourd'hui, en e-sport, on doit avoir 80 personnes dans le monde, réparties sur les différents continents, où on se développe avec différents métiers. Une partie, effectivement, on reprend certains ayants droit, une partie commerciale. On a également des services d'activation. On a racheté une entreprise qui s'appelle Build the Rocket, qui est spécialisée dans l'activation d'annonceurs dans l'e-sport. Également, on se développe dans les métiers d'influence et d'influenceurs.
a racheté également une entreprise qui s'appelle Too Rich récemment. Donc voilà, beaucoup de métiers différents dans l'e-sport. Donc pour nous, c'est vraiment un axe de développement qui est stratégique. Ouais. Et sinon, sur les opportunités de développement, on constate que l'e-sport, c'est encore plus que dans les autres univers, un axe qui est en perpétuelle mutation, qui bouge très très vite. Ouais, effectivement. Déjà, enfin, on le voit, une saison, enfin, chez nous, une année civile, il y a souvent deux compétitions, voire 3 splits dans l'e-sport, donc ça va 3 fois plus vite que dans le sport. Donc ça bouge très vite et effectivement, les opportunités, on le voit, vont très très vite. Et ce qui se passe d'une année sur l'autre va vite. On a constaté là, en 2023 déjà pas mal de nouvelles tendances. D'accord. Déjà, on a remarqué le développement des compétitions d'e-sport sur la partie féminine. Ok. Des nouvelles tendances, vraiment la féminisation de l'e-sport et qui va très vite. Donc on voit les équipes qui créent des équipes d'e-sport féminines, il y a des compétitions qui se créent, etc. L'année dernière, il y a un nouveau fan sur 2 qui était une femme. Donc on tend à aller vers plus de mixité. Ah, effectivement. Et même pour les marques, c'est hyper intéressant, du coup, ce créneau-là. C'est hyper intéressant parce qu'au début, c'était vraiment des freins pour les annonceurs. C'était de se dire, ça reste un univers qui est très masculin. Ouais. Et on voit justement que ça se féminise, que c'est de plus en plus mixte. Et effectivement, ça va beaucoup plus vite parfois que dans le sport. Donc ça, c'est un des axes de développement qu'on a vu cette année. Ok. On a remarqué également en 2023 l'implication qui est de plus en plus forte de l'État dans l'e-sport. D'accord. Et une prise de parole qui est de plus en plus assumée avec, on l'a vu, le président Macron qui s'investit beaucoup, la ministre des Sports également. On a souvent vu le président avec qui prend la parole dans l'e-sport, mais également on pousse énormément en France pour faire venir des grands événements e-sportifs en France. On l'a vu avec le Blast Paris Major qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris, les finales du LEC qui vont avoir lieu à Montpellier en septembre. Voilà, des grands événements. On constate également le développement de on va dire l'e-sportainment, avec notamment la création d'équipes portées par des influenceurs qui marchent très bien. On a vu le lancement de la Carmine Corp qui a très bien marché. Plus récemment, les lancements des équipes d'Aegis, ou là, encore plus récemment avec Gentlemate, qui sont effectivement une vraie tendance. Le mix entre les équipes et les parties un peu entertainment et influence. On voit aussi de plus en plus, alors ça c'est porté par l'après-Covid, le développement des événements et matchs e-sport en physique, avec un besoin de se retrouver dans des salles, dans des événements physiques qui marchent très bien. Va y avoir bientôt les finales de la LFL qui vont avoir lieu dans le sud, les finales du LEC, des équipes e-sport qui vont créer des événements physiques. On le voit avec la Corp qui fait des événements, etc. Donc voilà, ce besoin de se retrouver en physique de plus en plus fort et qui remplit des salles. Et enfin, on voit aussi le mix, on va dire, du monde de l'influence, du sport, de l'e-sport, avec des événements, on va dire, physiques qui sont portés par les influenceurs. Donc on voit le carton porte du GP Explorer, par exemple, etc. Ou tout type d'événements qui, pour moi, est vraiment un mix entre tous les univers qui se retrouvent. Donc voilà, c'est pas mal de nouvelles tendances, certaines qui sont nouvelles, et qui montrent un peu la croissance du marché d'une manière générale. Ouais, c'est clair. Du coup, là, quand je t'entends parler, effectivement, donc ça fait déjà beaucoup de boulot pour vous. Ça fait beaucoup de boulot. Très clairement, donc pour accompagner les marques. Et vous avez des marques là qui ont déjà marqué un intérêt justement pour les différentes tendances que tu as évoquées. On voit que les marques se posent beaucoup de questions, il y a beaucoup d'intérêt. On voit des nouveaux annonceurs qui arrivent régulièrement. Alors certaines sont en discussion, on ne pourra pas forcément en parler tout de suite, mais effectivement, on sent un intérêt, une appétence et de plus en plus une diversité de prises de parole possible, ce qui est riche pour les marques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'e-sport, il y en a plein, entre le gaming, l'influence, l'e-sport, les compétitions, les équipes, etc. Donc, ça a donné une mixité, ce qui permet de répondre à plusieurs types d'enjeux pour les annonceurs. Ouais, effectivement. En plus, et justement, alors, avant de parler, parce que j'ai une question par rapport à Paris 2024, justement, et l'e-sport, comment se porte le marché français? On a tendance à dire qu'on est très en retard, nous, sur les sports en France. Et du coup, il y a des événements de plus en plus nombreux chez nous. Voilà, globalement, le marché, comment se porte-t-il et quelles sont les tendances à venir? Donc, on va accueillir des finales là prochainement. Est-ce que ça va continuer à grandir dans ce sens-là? Ouais, alors effectivement, je pense que c'est toujours pareil, on a toujours tendance à dire on est en retard. Au final, ça dépend de quel point de vue on le prend. Je pense qu'en termes d'organisation d'événements, on organise de plus en plus d'événements, des gros événements. Et là-dessus, et des événements de qualité en général. On investit, on a pas mal d'équipes. Après, effectivement, les annonceurs sont peut-être un peu plus frileux aujourd'hui que dans certains marchés, mais c'est aussi souvent la tendance. On a le même problème dans l'univers du sport. Le marché du sponsoring est moins mature que ne peut l'être en Allemagne ou en Angleterre. C'est aussi notre travail en tant qu'agence justement de prôner la bonne parole, d'expliquer les bénéfices du sponsoring sportif et d'expliquer en fait aux annonceurs qu'il y a des alternatives qui existent aux médias traditionnels, qu'on peut toucher les jeunes d'une manière, notamment dans l'e-sport. Si on veut toucher les jeunes, on va pouvoir le faire de manière très efficace via l'e-sport, et qu'effectivement parfois il faut sortir un peu des sentiers battus, qu'il faut prendre des risques et que c'est souvent des risques qui payent, qui vont permettre de se différencier.
Donc voilà, donc on est confiant et pareil, effectivement, on est un peu réfractaire en France et qu'on a tendance à vouloir rester sur nos acquis et nos prises de parole traditionnelles. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est un peu comme dans le sport, hein, la prise de risque, souvent ça paye. Alors évidemment, ça peut paraître dangereux, ça peut paraître, voilà, mais souvent ça paye. D'une manière ou d'une autre, quand on dit récupérer le ballon haut sur un terrain de football, c'est pour être efficace le plus tôt possible dans le terrain adverse. Exactement, non, non, c'est sûr que le risque paye et se différencier, c'est toujours un avantage compétitif et concurrentiel pour les annonceurs. C'est vrai qu'on est souvent sur un marché où les entreprises vont suivre et vont être en réaction. Il suffit qu'une marque prenne le pas pour que les concurrents se disent ah tiens s'ils y vont, il faut peut-être que je regarde aussi. Alors j'aurais plutôt tendance à dire soyez les premiers, allez sur les territoires où justement vous allez pouvoir vous démarquer et gagner des parts de marché et créer quelque chose. Voilà, c'est une question de mentalité. Je pense aussi c'est le sponsoring, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, n'est pas forcément au programme des écoles et que la plupart des dirigeants qu'on rencontre tous les jours ont fait des grandes écoles de commerce, mais que dans ces écoles, on va apprendre stratégie de marketing, comment communiquer, tous les canaux traditionnels, mais qu'à aucun moment on va t'expliquer comment communiquer via le sport ou le sport dans le marketing mix. Et ce qui fait qu'effectivement, on a un gros travail d'éducation à faire avant même de pouvoir convaincre une marque d'investir. Ouais, bien sûr. Et justement, alors on parlait de la France, on a que les JO dans pas très longtemps, les JO olympiques, paralympiques. L'e-sport est quelque chose qui va paraître aux Jeux olympiques. Comment vous avez accompagné les marques justement par rapport aux JO qui arrivent et quel type d'engagement vous préconisez vous chez Sport5? Et effectivement, il y a les Jeux olympiques qui arrivent, ça va être un des plus grands événements sportifs, le plus grand événement sportif au monde, qu'on attend en France, qui devrait être la fête du sport d'une manière générale. Il y a plusieurs façons de prendre la parole autour de cet événement. Déjà, devenir partenaire des JO. Après, il y a d'autres alternatives possibles, justement, pour prendre la parole autour des Jeux olympiques, tout en restant dans la légalité, bien évidemment. Bien sûr. Mais par exemple, on peut devenir partenaire de certaines fédérations, on peut sponsoriser des teams d'athlètes. Donc voilà, nous on a toute une BU olympique activation qui sont là justement pour accompagner les annonceurs qui veulent surfer sur cet événement-là. Après, nous on est là justement pour les accompagner pour la bonne prise de parole, toujours avec notre préconisation qui est pas juste venir et surfer sur un seul événement, qui peut être contre-productif, construire quelque chose sur du long terme, parce que notamment vis-à-vis des fans, le côté trop opportuniste parfois peut aussi être mal perçu. Donc c'est comment on arrive à construire quelque chose sur la durée en se servant des Jeux olympiques comme rampe de lancement. Et donc du coup, dis-moi, il y a justement une plateforme, la plateforme Displate, qui est le nouveau partenaire de Riot Games France. En quoi consiste l'accompagnement que vous faites avec eux? Effectivement, Displate est une marque qu'on a accompagnée, qui est devenue partenaire de Riot Games au niveau européen, donc du LEC. Et en fait, déjà, on était parti d'un point commun, c'était il y avait une vraie logique, c'est-à-dire aussi bien pour Displate qui vend des posters métalliques justement pour décorer ton intérieur, etc., qui sont très sympas et qui ont beaucoup de licences. Et pareil dans le jeu League of Legends où la customisation fait partie du jeu, où justement, effectivement, tu customises ton personnage, c'est beaucoup plus sympa, qui t'a passé du temps devant l'écran autant qu'il y a un peu de style. T'en passes souvent du temps. Exactement. Et donc du coup, il y avait ce point commun. Et donc, on a discuté avec la marque, etc. Et il y a aussi, la cible et le cœur de cible de League of Legends correspond aussi à leur clientèle. Donc, on a créé un partenariat autour du LEC sur toute la compétition. En plus de ce partenariat, où ils vont être présents sur toutes les étapes, et on les voit avec de la visibilité, avec du contenu, etc. Ils viennent d'ouvrir un brand shop Displate League of Legends, où on peut justement acheter à partir de maintenant des posters métalliques justement avec de l'univers League of Legends. Donc voilà, donc ça a eu tout un rôle justement, premier rôle avec la marque qui a été de comprendre ses enjeux, de construire une recommandation sur mesure, de les accompagner dans la négociation avec le LEC. Et dans un deuxième temps, maintenant, justement, on les accompagne sur comment prendre la parole, comment optimiser le partenariat et comment gérer au mieux le partenariat pour en tirer des bénéfices. D'accord, ok. Hyper intéressant. Et du coup, avec une marque comme celle-ci et ensuite plutôt de manière macro, quelles sont les attentes de Sport5 sur le plan business? Les attentes de Sport5, alors, je vais pas vous donner les chiffres, bien évidemment, mais et surtout ça serait pas forcément parlant. Mais les attentes de Sport5 dans l'e-sport, j'ai envie de dire, c'est même que dans le sport, on a la volonté et l'ambition d'être les leaders mondiaux dans les univers dans lesquels on est. Donc dans le sport, dans l'e-sport, et on a la volonté d'être leader au niveau global, au niveau monde, et également d'être les leaders marché par marché. Donc voilà, donc effectivement, on a l'ambition d'être le leader mondial dans l'e-sport. Je
pense qu'on peut dire qu'on fait partie des agences leaders au niveau monde, ou qu'on l'est, Ouais. Et maintenant de l'être aussi marché par marché où on est fort, donc de l'être en France, de l'être au UK, de l'être en Allemagne, de l'être aux US, de l'être en Chine. Donc voilà, c'est vraiment de se développer et d'assumer d'assumer le fait de devoir être Ce leader. statut, ouais. Exactement. Et du coup, par rapport à ça, ça me fait penser, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, vous êtes sorti du game, entre guillemets, et vous êtes revenu, on peut dire par la grande porte. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a eu un rachat qui a eu lieu en 2020 avec le rebranding. Donc on est parti, on a repris le nom Sport5 et après la vente par Lagardère Sport justement à un fonds d'investissement. Et donc du coup, il y a eu cette volonté d'être le partenaire le plus novateur et le plus réputé dans le domaine du sport et de l'e-sport. On est convaincu d'une manière générale du pouvoir du sport et aujourd'hui notre rôle c'est de mettre le sport au service des marques et le sport et l'e-sport d'une manière générale, mais d'apporter ce pouvoir-là au service des enjeux des marques. Ok. Donc voilà, donc on a repris notre nom d'origine. Qui était Sport5 historiquement avant, Ouais. avant l'époque Lagardère. Et en fait, ça traduit le nom Sport5 traduit vraiment l'ADN de l'agence et nos champs d'action. En fait, c'est le pouvoir du sport autour de 5 piliers qui sont les marques, les ayants droit, les médias, les fans et les collaborateurs Sport5, parce que c'est notre force aujourd'hui, c'est nos hommes. Et en fait, ce retour au nom Sport5 a été une évidence pour toutes ces raisons, Ouais. 5 piliers Sport5, donc ça allait bien. Et au final, on reportait un nom qui était fort, etc. On reportait aussi nos expertises. Donc c'est un ancien nom, mais qui est modernisé. Et Même le logo a été modernisé. exactement. Ouais. Donc voilà, ancien nom, nouvelles ambitions et Ouais, mais ça modernisé. a du sens. Et même, j'ai trouvé que justement le logo était simple et efficace en fait. Tu parlais d'une de vos forces majeures chez Sport5, donc les collaborateurs. Oui. Quelles sont vos autres forces majeures du coup? Et effectivement, aujourd'hui, si on doit dire les forces de Sport5, on va dire qu'on va en avoir 3. C'est la création de valeur, nos experts et notre réseau. Donc beaucoup aussi sur interne, mais la création de valeur, c'est à partir de l'ADN de Sport5 qui est vraiment la vente. On approche des partenariats pour créer de la valeur. On va pas juste vendre un partenariat, on va essayer de créer toujours plus que ça. Et que ce soit en termes d'audience, d'engagement ou de revenus directs ou indirects, c'est comment on va pouvoir créer du sens dans les partenariats qu'on va créer. Okay. Et dans la façon aussi dont on va accompagner nos ayants droit, donc on va accompagner les marques. Les experts, notre expertise, c'est aussi notre force. C'est aujourd'hui, on a la chance de couvrir l'intégralité des domaines et des métiers dans l'univers du marketing sportif et sportif. Ouais. Donc voilà, on a de nombreux experts, aussi bien dans le monde du sport et de l'e-sport, mais des experts métiers en fait. Et c'est ce que je dis souvent aussi quand on recrute des jeunes, etc. On ne cherche pas des gens qui sont uniquement passionnés ou qui aiment le sport, on cherche des gens qui sont des experts métiers, mais qui en plus ont une appétence sport. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on a des experts des experts brand, des experts commerciaux, des experts marketing, etc. Et cette expertise adossée aussi à la passion du sport va créer aussi notre valeur ajoutée. Et après, c'est le réseau. On a la chance chez Sport5 d'avoir le réseau le plus connecté, on va dire, de l'écosystème, parce qu'on a des équipes, on le disait, en région, dans nos clubs, ouais. On a des équipes au niveau national, des équipes au niveau international. On a un système CRM qui est hyper connecté et un mode de communication. On a réussi à casser les silos et avec une communication qui est fluide entre les différents niveaux. Donc, c'est-à-dire que on a des points. Je suis en communication permanente avec nos collègues internationaux, mais aussi bien avec les personnes en région, etc. Donc, voilà, la communication est fluide. Ouais. On sait ce qui se passe et voilà, vraiment un système un peu de plus en plus lean management, où voilà, où les informations circulent, etc. Et effectivement, ça fait partie de notre force. Donc voilà. Et après, effectivement, on l'a dit, on reste une agence, on ne produit rien. Donc notre force, ça reste nos collaborateurs, nos expertises et ce qu'on peut justement proposer aux annonceurs. Ok. Et du coup, justement, comment vous avez mis en place la collaboration avec les Chicago Bulls? Alors effectivement, avec les Chicago Bulls, ça fait partie d'une nouvelle entité qu'on vient de développer aussi. D'accord. On le disait dans les axes de développement de Sport5, et comme ça après je reviens sur les Chicago Bulls, ouais. Mais dans les axes de développement de Sport5, on a différentes façons. Le premier, c'est de développer des nouveaux pays. D'accord. Et là, on est en train d'ouvrir des nouveaux pays, alors notamment en Amérique du Sud par exemple, ou également en train de se renforcer en Asie. Donc voilà, ouvrir des nouvelles verticales pays. On a également le fait de développer notre portefeuille de droits, donc d'acquérir des nouveaux droits exclusifs. Donc on l'a vu notamment récemment en France avec des nouveaux droits en régie sur les dernières années, le Stade français par exemple, le LOSC, et pareil dans d'autres pays. Donc voilà, développer notre portefeuille de droits exclusifs et premium. Et également, c'est de développer des nouvelles business units horizontales comme on a l'e-sport. Ouais. Et récemment, on a développé une business unit qui est assez nouvelle qui s'appelle sur la partie athlètes et marketing international d'équipe. Okay.
Et dans ce cadre-là, on va gérer à la fois des athlètes, justement sur la partie représentation et commercialisation d'athlètes, et deux, sur la partie accompagner les ayants droit dans leur développement international sur la partie marketing. D'accord. Donc par exemple, c'était le cas, on a accompagné le club de Dortmund dans son développement aux États-Unis, notamment sur la partie digitale, Okay. et réciproquement sur les Bulls, qui avaient un gros enjeu de se développer en Europe, où on les a accompagnés sur le développement de leur audience digitale, notamment en France. On va gérer les réseaux sociaux des Bulls en France. Okay. Et notamment Instagram. Exactement. Et en plus de cette partie très digitale, on les a accompagnés également sur la partie commercialisation de leurs droits marketing internationaux. Okay. Donc voilà, effectivement, le modèle NBA en termes de droits marketing est un peu différent de l'Europe, très différent du marché européen qu'on connaît. Mais maintenant, les équipes NBA ont la possibilité de trouver des partenaires internationaux, une sorte de regional partner sur US. Nous, on les accompagne dans cette partie-là à trouver des partenaires. Ouais, c'est ça, parce que du coup, donc sur Insta, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grosse communauté française, des Chicago Bulls. Et donc, ça avait du sens pour vous de l'adresser de cette manière-là, ou vous êtes passé par une autre porte? Effectivement, sur Insta, il y avait une très grosse communauté française. Et donc, nous, on a fait recommandation, surtout comme ils venaient l'année dernière jouer leur match en France, et leur dire, profitez-en pour créer des comptes en français pour vos fans français. Donc, voilà, on les a accompagnés, et également d'avoir un ton aussi qui soit plus adapté au marché français. Parce que jusqu'à présent, ils avaient qu'un compte anglais porté avec une tonalité américaine et peut-être un peu plus guidé. Et nous, on leur dit, voilà, faites un compte français où on peut se permettre un peu plus de liberté dans le ton, tout en gardant leurs guidelines. Et voilà, donc effectivement, c'est de créer un compte Insta géré par nos équipes digitales à Paris. Bravo pour ça, moi je trouve que c'est une belle collab. Bravo pour ça. Quelles prochaines échéances vous avez chez Sport5, échéances ou actu, dont tu peux parler? Parce que forcément, il y a des choses un peu secrètes. Voilà. De quoi tu peux parler pour la suite? Et effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a pas mal d'actes de développement. Donc je pense que les actus vont vraiment se porter sur ces actes de développement-là. Donc aller ouvrir des nouveaux pays, créer des nouvelles horizontales et également aller chercher de nouveaux droits exclusifs en portefeuille. Donc voilà, ça va être ça les prochaines échéances et la direction stratégique qu'on se donne. D'aller chercher principalement des droits premium sur le marché. D'accord. Donc voilà. Et après, effectivement, beaucoup d'actu commerciales. Et j'espère qu'on aura pas mal d'actu et qu'on pourra annoncer de nombreux deals les prochaines semaines. Et j'espère aussi. Donc voilà. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, j'ai fini. J'espère que tu as pris du plaisir à répondre à ces questions. J'espère que tu as pris du plaisir à communiquer avec les auditeurs. Pour ma part, c'était hyper intéressant. J'ai appris certaines choses là pour le coup aujourd'hui. Et j'espère que les auditeurs en auront appris tout autant. Benjamin, merci beaucoup. Merci à toi, Michel. J'espère à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Ciao.